Aujourd'hui, on est dans le cadre du scandale des Epstein Files. Un certain nombre de process et de dominants sont usuraires. Le système bancaire est devenu l'épine dorsale de ce système. Plus on est endetté, avec intérêt, a fortiori, moins on est souverain et libre. Je sais pas comment le dire, mais ça a été une vraie opportunité, un vrai plaisir pour moi de pouvoir interviewer le docteur Mohamed Talal Lahlou et lui poser des questions que je me posais, des questions que peut-être vous vous posez. Alors, prenez le temps d'écouter attentivement, prenez des notes. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des remarques ou bien même d'autres questions que vous aimeriez que je lui pose, peut-être dans une prochaine vidéo. Allahu A'lam. Je vous laisse profiter de la vidéo. Assalamu alaikum, docteur. Comment ça va? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, comme on avait échangé par mail, l'idée avec cette interview, dans un premier temps, ça va être de mettre en valeur ce que tu proposes. Parce que en créant du contenu sur les réseaux sociaux, en essayant de sensibiliser les gens à la thématique, aux thématiques d'investissement et de finance, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui ne te connaissaient pas. Alors que le contenu que tu proposes, alhamdulillah, il est très qualitatif, c'est vulgarisé, n'importe qui peut le comprendre. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur un petit peu ce que tu proposes, toi à titre personnel avec ta chaîne YouTube et aussi avec les différents services que tu proposes d'accompagnement, de conseils, etc. Et dans un second temps, on va aborder différentes questions qui ont été posées par les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'apporter un certain nombre de réponses à différents produits d'investissement, de nouvelles solutions qu'on entend au fur et à mesure. Et malheureusement, les gens pensent que vu qu'il n'y a personne qui s'est prononcé dessus, bah, c'est halal et on peut y aller. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre un petit peu à ces questions, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Dans Autant un, que pre- faire se peut. dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement un petit peu, toi, docteur? Mohamed Talal Hello, je me qualifie comme étant chercheur en économie islamique et je fais par ailleurs des activités de conseil et d'audit chariatique. Disons que après des études à l'École supérieure de commerce de Paris, Aston Business School, j'ai poursuivi par la suite en doctorat. J'ai fait de l'entrepreneuriat en parallèle, que je fais toujours d'ailleurs, et en doctorat pour me spécialiser dans la question des marchés financiers islamiques. Et c'était un peu c'était un peu mon talon d'Achille dans mes précédentes recherches en finance islamique, et c'était donc un petit peu un défi de comprendre ce monde un petit peu complexe des marchés financiers. Et donc, c'est dans ce contexte-là et dans cette optique-là que j'ai étudié les questions de la spéculation financière et les marchés financiers islamiques et les marchés financiers tout court, d'ailleurs. Et après, par la suite, donc, j'ai passé ma certification à OIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions, euh, qui permet de faire justement l'audit shariatique. Et également, depuis 2019, j'ai présidé l'Association marocaine d'économie islamique euh, dans la section de Rabat. En parallèle, dans le cadre académique, je fais des interventions, j'encadre des étudiants de master, de doctorat, dans cette même thématique. Donc, pour les activités de conseil, c'est des activités diverses et variées, de relativement indépendants, et j'aime que ça reste ainsi, Inch'Allah. Donc, je ne suis pas attaché à une institution particulière dans ce cadre-là. D'accord. Et on a un peu l'impression que tu as choisi, que tu choisi le monde de la finance vraiment pour développer un petit peu toutes tes réflexions, en tout cas sur les réseaux sociaux, je te suis. Et je vois que souvent, tu publies justement sur des choses qui sont en lien avec la finance, avec Riba, avec l'économie de manière générale. Qu'est-ce qui t'a fait choisir un petit peu ce domaine? Simplement le fait que dans mes études, c'était des études à la base de business, management, conseil, etc. Et on ne peut pas être musulman et faire de l'économie et un jour ne pas avoir le clash entre, entre comment fonctionne ce monde économique aujourd'hui et d'un autre côté les prescriptions sur les transactions qu'on a en islam. Ça commence avec les versets sur les intérêts, sur les transactions, pour ensuite voir les hadiths, etc. Et donc, à partir du moment où on dépasse peut-être les 10% de connaissances
en islam et en économie, on est obligé on est obligé de faire un pas en arrière et de se poser un certain nombre de questions. Parce que justement, l'économie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, la finance encore plus, est basée sur un paradigme totalement usuraire et matérialiste. Matérialiste dans le sens philosophique du terme, pas dans le Hmm. sens j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Mais le deuxième vient du premier, au passage. Donc matérialiste dans le sens où il n'y a de référence dans ce monde que ce qui est mesurable matériellement, donc le plaisir. Hmm. Aujourd'hui, on est dans le cadre du scandale des Epstein Files. Quand Jérémy Bentham parle de l'utilité comme étant quelque chose qui est mesuré par le plaisir, c'est quelque chose dans lequel nous, musulmans, on ne peut absolument pas s'inscrire euh, totalement. Et donc, on est obligé de revoir un petit peu. Et donc, de fil en aiguille, je faisais ces pas en arrière mais ça, en réalité, d'où ça vient, et cette finance, d'où ça vient, sur quoi elle est basée, pourquoi on a ce genre de résultats, pourquoi on a ce genre de crise, pourquoi on a un monde qui est de plus en plus compétitif, de plus en plus pollué, de plus en plus individualiste, etc. Et donc, en réalité, c'est la finance un petit peu qui m'a fait revenir à l'économie, parce qu'à la base, on étudie l'économie, pas la finance. Hmm. Mais en réalité, moi, j'ai fait ce chemin classique académique, mais après, j'ai fait marche arrière, en fait. Donc, pour revenir de la finance au management et à l'économie surtout, et pour revenir de l'économie à la philosophie en réalité et aux fondamentaux épistémologiques. Donc, en fait, le chemin, on le fait dans le sens inverse en général. Et, et ce choix, moi, je l'ai fait pour, d'abord, ça me sert à moi pour mieux comprendre ce monde. C'est pour ça il faut clairement distinguer entre mes activités dans les réseaux sociaux et mes activités professionnelles. C'est-à-dire que ce que je fais sur YouTube, par exemple, euh, c'est quelque chose qui est fils sabilillah, c'est quelque chose qui est dans le cadre de la communauté, dans le cadre de la propagation du savoir, et c'est quelque chose qui était là bien avant que je me professionnalise par ailleurs dans la finance islamique. Hmm. Et tu fais souvent le lien, en tout cas la ramification de l'impact néfaste que le riba a dans notre économie et nos impacts dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu une ramification brève pour les personnes qui nous écoutent? Parce que malheureusement, beaucoup de personnes pensent que le riba, ça se résout uniquement à quand je vais, entre guillemets, quand je vais aller vouloir acheter ma maison, et ils ne se rendent pas compte Mhm. de l'impact que ça peut avoir sur le consommateur final. En réalité, ça, c'est l'un des sujets les plus fondamentaux de mes recherches actuelles. Et je l'ai développé notamment dans une conférence avec les élèves de l'ESSEC à Paris. Je l'ai développé aussi dans une conférence en Belgique que j'ai intitulée Les conséquences dramatiques des intérêts bancaires. Et elle se trouve sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés. Ah ben, je les mettrai Ça en fait, description. ça fait à peu près une petite heure, mais ça permet de détailler. En réalité, le système tel qu'il est basé aujourd'hui est un système qu'on peut qualifier de usuraire. Ça ne veut pas dire que tout le système est haram. Il faut faire une distinction. C'est-à-dire Hmm. que on le qualifie de usuraire parce que un certain nombre de process et de dominantes sont usuraires. Je sais pas moi, quelqu'un aime la natation ou bien que c'est un nageur, ça ne veut pas dire qu'il nage tout le temps. Mais Hmm. c'est juste que sa vie tourne autour de la nage ou bien il aime la natation, etc. Donc, le système est usuraire quand on voit les produits dominants, quand on voit les transactions dominantes, quand on voit la monnaie, la manière avec laquelle elle est créée via l'émission de bons du trésor, donc usuraire également. Et donc, quand on dit un système usuraire, c'est que ces sous-bassements et les transactions qui le dominent sont usuraires. Donc, à partir de là, forcément, il y a énormément de haram dans ce système. D'ailleurs, ça me rappelle une discussion que j'avais pas plus tard qu'il y a à peu près 2 semaines avec un savant, euh, parce qu'en réalité, dans la jurisprudence des transactions, le principe de base, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais Hmm. il y a une parole de Ibn al-Qasim qui dit que si le mal domine, le principe de base, c'est que tout est interdit, jusqu'à preuve du Du fait que le contraire. contrat en question est halal. D'accord. Et je suis en train de me poser la question actuellement, est-ce qu'on n'a pas changé de paradigme depuis les dernières décennies où le système bancaire est devenu l'épine dorsale de ce système? Donc, Hop, 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 hop. Vous avez cru que j'allais vous laisser regarder cette interview, savourer cette interview, sans vous parler du Jazak Invest Club? Jazak Invest Club, c'est quoi? Des formations, des interviews, des masterclass, des groupes d'échange
et de l'accompagnement personnalisé et exclusif pour atteindre vos objectifs. Jezek Invest, c'est aussi des opportunités d'investissement qui vont vous être proposées, qui vont être auditées au préalable, audit financier, audit juridique, audit compliance, pour vous proposer les meilleures opportunités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du Jezek Invest Club, je suis conseiller en investissement financier, j'ai accompagné des centaines de clients dans la gestion de leur patrimoine et aujourd'hui, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux accompagner efficacement les musulmans dans leurs objectifs d'investissement, dans la mise en place de leur stratégie d'investissement. Parce que oui, c'est une vraie difficulté pour les musulmans qui laissent leur argent dormir sur des comptes bancaires qui sont grignotés par l'inflation, ou bien qui sont sur des comptes des livrets A et qui vont générer du riba. Aujourd'hui, je vous propose une alternative et une solution claire aux problèmes que vous avez. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur l'investissement, Inch'Allah. Donc, en réalité, le riba, ça a énormément de conséquences. Euh, D'abord, l'une des premières conséquences, c'est le fait que la vie est toujours plus chère, l'inflation. Donc, la hausse des prix, le fait qu'on valorise des activités improductives. C'est-à-dire que ce sont une partie des gens qui supportent le risque totalement, c'est-à-dire les gens qui portent les projets et pas les investisseurs, contrairement au capital risque, par exemple. On a également le fait qu'il y ait un système en pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on est en train de valoriser les banquiers et les spéculateurs. Aujourd'hui, quand vous êtes étudiant et que vous voyez les salaires qui sont proposés par les banques, par les institutions de trading, etc., c'est beaucoup plus séduisant que de devenir un ingénieur ou un agriculteur ou je ne sais pas, un programmeur, etc., en tout cas en dehors du monde de la finance. Et donc, on est vraiment en train de valoriser un système qui, comment dire, qui valorise les activités improductives. Alors, en plus de ça, le système usuraire, c'est quelque chose qui va nous générer des impôts en plus. Il faut toujours le savoir que la dette actuelle, c'est de l'impôt différé. Donc, on a de plus en plus d'inégalités. Ça encourage aussi à l'impérialisme et à la colonisation, parce que quand le marché local est saturé, vu qu'il y a des financements intérêts, il faut faire agrandir les marchés. La moralité, on n'en parle même pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système qui nous consume de plus en plus en tant qu'humains. On a de moins en moins de temps pour étudier, pour notre spiritualité, pour notre vie familiale, etc. Le travail est devenu l'épine dorsale de notre vie, c'est-à-dire donc tout tourne autour du travail. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les pays européens, le travail est le premier facteur d'intégration sociale. Donc quand on perd son travail, on perd sa vie en réalité. On a une vie qui se démantèle, on perd ses repères, on perd ses amis, on perd ses activités, on perd quasiment tout. Donc tout tourne autour du travail. Pourquoi? Parce que justement, il faut toujours produire plus et toujours consommer plus, parce que derrière, il y a des financements intérêts. Pourquoi on va produire plus de chaises l'année prochaine alors qu'il n'y a pas plus d'humains, hein, par exemple, ou que les chaises ne sont pas que les chaises ne sont pas consumées à une échelle qui réplique l'échelle de la production. Alors, on doit toujours produire plus parce que il faut vendre plus et il faut faire plus de marketing et donc de moins en moins de moralité. Ça. Moi, j'ai une théorie qui lie, c'est une théorie, c'est une proposition, disons, qui lie le coffre et les intérêts. Et je montre en fait comment de fil en aiguille, des sociétés qui tournent de plus en plus vers les intérêts sont inéluctablement des sociétés où on aura de plus en plus de coffres. Et je te donne juste un exemple côté consommation. Si tu veux faire plus de marketing pour vendre plus, pour payer les intérêts de la dette, eh bien, souvent le marketing touche les passions, euh, Oui. tout ce qui est ahwa et shahawat. Et en général, là, on tourne autour du haram. Donc ça va très vite, de fil en aiguille, ça va très très vite. Quand on passe du marketing au haram, aux passions, aux pulsions, etc., quand on va envie de vous faire voyager une troisième fois dans l'année, alors que vous prenez déjà 2 vacances, il faut bien qu'on vous fasse miroiter le fait que vous allez avoir des émotions inédites, vous allez avoir des sensations sans précédent, vous allez découvrir un endroit fabuleux, etc. Et donc, parfois même des tentations qui sont illicites. Et donc, la frontière est très, très fine entre ces deux aspects. On a aussi le lobbying, etc., les impacts en termes de réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lobby le plus puissant au monde, c'est le lobby des banques.
C'est Hmm. pas l'armement, c'est pas la pharmacie, c'est pas l'industrie, c'est le lobby bancaire. Et donc, il faut être conscient du fait que les lois qui sont votées aujourd'hui dans les parlements, c'est pas des lois démocratiques, c'est des lois qui sont d'abord d'inspiration des lobbies et ensuite on trouve les mécanismes démocratiques pour les faire valider. Euh, on a aussi le fait qu'il y a une injustice fondamentale dans ce système, c'est que le risque est supporté unilatéralement et on met sur le rail les projets qui ne sont pas forcément les plus rentables. Si on a un jeune, Ata Al-Haq par exemple, qui a une innovation qui va avoir 50% de rentabilité annuelle et quelqu'un de moins jeune qui va venir pour un financement bancaire, et imaginons que la banque, elle n'est que un financement à pourvoir, eh Hmm. bien, la personne moins jeune qui a des garanties, des biens immobiliers, des terrains, etc., aura le financement, même si son projet n'a que 5% de rentabilité. Donc, on a fait perdre à l'économie un manque à gagner de potentiellement 45% Hmm. de valeur. Donc, on a aussi l'effet de levier, le fait que les crises sont toujours plus dures et les phases de croissance sont toujours plus fortes. Et donc, ça fait, les cycles ne sont plus naturels, ils sont beaucoup plus amplifiés Hmm. à cause des intérêts. Donc, on a énormément de conséquences qui touchent nos vies. Et le fait, enfin, l'impérialisme financier, le fait qu'on doive se plier de plus en plus à des institutions multilatérales qui imposent leurs dictats libéraux, leurs dictats. Vous connaissez les orientations aujourd'hui, pas la peine de les décrire, Oui. mais on doit se plier parce que la dette rend de moins en moins souverain. Et sur ce point, je rappelle que les deux grands empires qui existaient au XIXe siècle, l'empire au niveau du monde musulman, en tout cas du monde ottoman jusqu'à l'ouest, c'est l'empire marocain et l'empire ottoman. Et les deux ont été mis à genoux avec la dette à intérêt. D'ailleurs, les Ottomans, c'est en 1854 qu'ils ont commencé la spirale de la dette à intérêt sous le règne de Abdul-Majid, ce sultan qui était fan d'abord de l'Occident et ensuite des constructions occidentales d'inspiration gothique et plutôt baroque. Vous voyez le Hmm. style un petit peu baroque et qu'il transposait dans un certain nombre de constructions. Donc, c'est triste, mais c'est un cycle. Euh, à un moment, l'Empire ottoman, 40% des revenus récoltés allaient dans les banques à Londres et à Paris. Subhanallah. Donc ça devenait intenable en réalité, c'est-à-dire que le sultan, il dirigeait des régions qui allaient de l'Algérie jusqu'à l'Irak, mais pour vendre un bâtiment ou acheter un bâtiment dans son empire, il devait avoir l'autorisation du comité de crédit dans lequel on avait des Anglais et des Français. Et ça, c'est au 19e siècle, là, on ne parle pas de 1918 ou de 1919 à la fin de l'Empire. Hmm. Donc, ça s'est reproduit au Maroc aussi, où on a eu les grandes puissances qui se chamaillaient, qui va prêter au Maroc, qui va racheter le crédit de l'autre, etc., etc. Mais derrière, on a un pays qui est de plus en plus soumis. Et ce qui est valable pour les États est valable pour les individus aussi. C'est-à-dire que plus on est endetté, avec intérêt, a fortiori, moins on est souverain et libre. Et donc ça, c'est une spirale très facile à entamer, mais dont il est très difficile de sortir et Très parfois ça difficile. peut être comme on a vu dans les guerres de décolonisation. Hmm. Enfin, décolonisation en tout cas géographique, parce que morale et politique, c'est pas sûr. Hmm. Hmm. Et toi, aujourd'hui, face à ça, face à l'impact justement de riba dans l'économie, face aux difficultés que l'entrepreneur musulman peut avoir à, lorsqu'il veut développer son activité, quelles sont les activités justement que tu proposes? Euh, c'est une très bonne question, surtout que c'est toujours des choses qui sont en phase d'étude et d'élaboration. La Hmm. première, d'abord, c'est bien entendu l'audit chariatique, c'est-à-dire qu'on essaye d'aider les gens qui nous sollicitent à avoir des contrats qui ne présentent pas de clauses illicites autant que faire se peut, euh, en tout cas du maximum de ce qu'on détecte. Et on essaie également de conseiller les personnes qui souhaitent donc avoir des investissements qui sont relativement acceptables et qui évitent riba également. Donc, à part l'audit et le coût pur, donc je pense que tu as dû entendre parler de Aman Capital qui commence petit à petit à avoir
quelques produits sur le marché. Enfin, pour l'instant, une seule opportunité, mais en tout cas, c'est lancé, la structure est lancée, et donc les opportunités vont commencer petit à petit. Dans un monde où on veut vraiment éviter les bas, il n'y aura pas pléthore d'opportunités, Hmm. donc on en élimine des dizaines parfois pour en avoir une qui est clean. Euh, Alors, tu peux rappeler un Ça, peu le c'est pour fonctionnement de Amen l'Europe, et Capital? pour le Maroc, on a également. Alors, pour Aman Capital, ça fonctionne actuellement surtout comme une sorte de club deal. Et je ne suis pas seul, donc il y a plusieurs associés Hmm. euh, et et donc qui reviennent vers moi concernant tout ce qui est licéité des produits, etc. Et c'est plutôt en forme de club deal. Et disons que ça va commencer progressivement cette année, Inch'Allah. D'accord. Bon, bah, alhamdoulilah. Et Donc donc, normalement, ils ont des tickets qui commencent à 5 000 euros, quelque chose comme ça en termes hmm, d'investissement. d'accord. Et donc, les Encore une fois, activités? encore une fois, l'idée, c'est vraiment de proposer des solutions à la communauté, parce qu'en réalité, quand les gens ont envie d'investir, aujourd'hui au Maroc, par exemple, on est en train d'exploiter les pistes du crowdfunding. Euh, Autant que faire se peut, il faut des autorisations des autorités prudentielles en termes de réglementation boursière, etc. On est aussi en train de proposer des solutions à la communauté. C'est principalement c'est ce qui anime un petit peu un certain nombre d'initiatives. Donc pour la partie conseil et audit, donc on aide un petit peu à analyser des contrats, on aide à produire des contrats, on aide également à auditer des institutions pour des gens qui sont intéressés par l'acquisition d'institutions ou par rentrer en tant qu'associé dans des institutions. Et pour la partie conseil, donc on aide également à lancer des projets et à vérifier justement l'aspect licite de ces projets. L'un des segments où il y a, par exemple, audit, c'était l'expérience Laymoun, où on a dû auditer les contrats de leurs prestataires à chaque fois qu'il y avait un changement de prestataire en termes de, Hmm, de back-office, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de clause illicite, et aussi les contrats avec les clients. Donc, c'était en amont et en aval. Et donc, ça, c'est un petit peu l'expérience qu'il faut répliquer quand on a des audits à faire par rapport à des contrats ou des institutions. mais justement, tu vois, cette analyse du contrat, elle se fait uniquement dans le domaine financier et bancaire, ou bien il y a d'autres domaines d'application où tu as déjà accompagné des clients justement où ça n'a rien à voir avec le domaine financier pur. Bah, par exemple, non, 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 c'est pas du tout limité au domaine financier et bancaire. En fait, l'analyse du contrat, c'est à partir du moment où il y a un contrat, tout simplement. Quel qu'il Par soit. exemple, dans le domaine agricole, on a accompagné une entreprise pour justement faire en sorte que ces financements, ces contrats soient acceptables. Donc, c'est quelque chose qui peut être dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Dans le secteur secondaire, par exemple, dans le domaine de l'industrie, euh, domaine du commerce aussi, de l'importation. On a eu à aider des gens qui voulaient se faire financer par une institution pour voir est-ce que le contrat proposé, c'était un contrat salam en l'occurrence, était acceptable. Euh, on a accompagné des particuliers aussi aux États-Unis, dans d'autres pays qui voulaient vérifier que leur contrat de financement était acceptable. Donc, disons que c'est quelque chose on a même accompagné des fonds, des, des fonds, c'est des fonds d'investissement qui travaillent en Suisse pour, le, pour lancer des produits qui soient Sharia compliant dans le trade finance. Hmm, Donc, il y a énormément de scope. À partir du moment où il y a un contrat, en réalité, c'est ce que disait Ibn Nujaym al-Hanafi. Il disait que quand on voyageait pour le commerce, on amenait avec nous un frère, un savant. C'était une d'accord. tradition ancestrale. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que à l'époque, on a le Athar de Omar ibn Khattab dans lequel il disait bah, celui qui veut négocier dans nos marchés, eh bien qu'il connaisse la jurisprudence des transactions. Donc, pour ne pas faire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement laïcisé ou sécularisé l'enseignement de l'économie, même dans le pays musulman et les sociétés musulmanes.
Et donc, à partir de là, tu as des gens qui ont un bac plus 5, master en business, en affaires, en management, etc., mais zéro compétence en jurisprudence des transactions. Donc, ils te rédigent des contrats qui sont d'inspiration totalement usuraire. Et est-ce qu'il y a certaines limites à au fait de prendre en compte justement la jurisprudence islamique sur justement le faire des transactions et la mettre en pratique dans la juridiction profane, on va dire? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a besoin de compétences particulières? Ou bien dans un contrat, en réalité, on peut un peu tout et tout mettre? L'une des principales difficultés, c'est la clause d'attribution de compétences. C'est-à-dire il faut que les gens qui fassent des transactions, euh, quand ils ont quand le contrat est édité de leur côté, qu'ils soient orientés vers de l'arbitrage, vers de la médiation, euh, parce que à partir du moment où il va arriver, il va tomber dans une cour qui tranche par le droit positif. Elle va juger par ce qu'elle a comme loi, et ce qu'elle a comme disposition, dommages, intérêts, etc., etc. Et cetera. Hmm. Et donc, ça ne va pas laisser de marge de manœuvre aux deux protagonistes. Donc, les protagonistes, quand ils rentrent dans une transaction, il faut savoir qu'on a trouvé, d'après l'expérience qu'on a eue, même les non-musulmans sont très ouverts à avoir des contrats qui sont basés sur des dispositions qui soient dans la jurisprudence des transactions avec des clauses d'arbitrage, de médiation. Ils sont très ouverts à ça, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord. C'est-à-dire que les non-musulmans ne sont pas fans d'aller au tribunal de Paris. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc, ils sont très ouverts au fait de pouvoir arriver à une médiation, à un arbitrage. Ça permet justement de rester dans le cadre des normes islamiques. Et il faut bien spécifier que ce contrat est régi par des normes qui soient liées à la jurisprudence islamique, que ce soit les normes AWIFI ou bien Majma al-Fiqh al-Islami, mais les normes AWIFI sont un peu plus codifiées. Donc, il y a énormément de difficultés parce que on évolue dans un cadre qui n'est pas musulman. Et donc, à partir de là, ce qui est triste, c'est qu'on constate que énormément, ou peut-être la majorité des opérateurs en finance islamique, occultent totalement cet aspect qui devrait être leur souci numéro un dans la rédaction d'un contrat. On va voir des gens qui vont aller supprimer l'article des pénalités de retard, qui vont aller supprimer l'article sur les assurances, qui vont aller supprimer l'article sur la garantie du capital dans un investissement, par exemple, euh, mais qui occultent totalement ce point qui est en général à la fin des contrats, qui est la clause d'attribution de compétences. D'accord. Subhanallah, on s'en rend pas compte. Parce que c'est vrai que moi, j'ai même eu des questions, par exemple, de personnes qui bêtement, enfin, qui, pas bêtement, mais qui vendaient soit des formations, ou bien même qui vendent en fait des choses de la vie de tous les jours. Et subhanallah, il y Mhm. a beaucoup de choses auxquelles, sur justement ce firque des transactions, ils sont pas du tout au courant. Ils sont pas du tout au Mhm. courant, et des fois, ils vont se retrouver à faire des transactions qui ne sont pas licites. Ou bien ils sont pas au courant qu'il y a un système dans le firque, justement, il y a une manière de vendre qui va être licite et qui pourrait beaucoup leur faciliter, mais ils sont pas au courant. Exact. Par exemple, le contrat salam, c'est un exemple parmi d'autres. Hmm. C'est quoi le contrat Salem pour ceux qui Le nous contrat écoutent? salam, c'est la vente, c'est une sorte de vente prépayée avec une description, une sorte de cahier des charges qui est valable sur tout un tas de produits qu'on appelle les biens fongibles. Donc, le fait de pouvoir faire de la pré-vente ou de la vente prépayée et récupérer le cash tout de suite et livrer l'article plus tard. Ne pas Hmm, confondre avec d'accord. le parce qu'il y a des variantes. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne chose à savoir. Et là, tu parlais aussi t'as parlé un peu des opérateurs en finance islamique. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur le marché de la finance islamique dans la francophonie? Qu'est-ce que tu en penses actuellement? Bah, écoute, moi, le marché de la finance islamique dans la francophonie, c'est ce qui est bien. D'abord, il faut souligner les points positifs. C'est un marché qui est en croissance. Ça, c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, de plus en plus de gens qui y travaillent, et de plus en plus de gens qui ont envie de le faire réussir. Maintenant, les inconvénients, c'est que on a l'impression que finance islamique, c'est finance islamique, mais normes non islamiques, parfois. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a des cas où tu as, par exemple, des femmes non voilées qui viennent te poser des questions sur comment être sharia compliant, etc.
Bien Hmm. sûr, il faut les aider à être sharia compliant sur leurs contrats, etc. On a par exemple des conférences qui se font sur la finance islamique où tu as une mixité totale avec des présentatrices avec une tenue qui n'est pas sharia N'est pas- compliant si on veut. Et donc on a l'impression qu'on est en train de séculariser, de laïciser la finance islamique. Non, la finance Ah, islamique, c'est un d'accord. donc, quand on veut que le contrat soit sharia compliant, ça veut dire que on essaie de faire en sorte au maximum que l'écosystème également soit sharia compliant. Il y a des choses qui sont négociables, il y a des choses il y a des choses qui ne le sont pas. Et sur ce point, j'ai l'impression que dans la sphère francophone, plus que la sphère anglophone, euh, on prête moins attention à ce genre de points sur lequel il faudrait être beaucoup plus vigilant. Une conférence, si on ne peut pas ne pas assurer de mixité parce que on va avoir des officiels derrière qui vont venir vous dire attention, séparatisme, etc., etc. Rien n'empêche de faire des événements en ligne avec les conditions qui incombent aux événements en ligne ou des événements enfin, avec des conditions précises qui respectent les prérogatives islamiques. Donc sur ce point, il faut être un petit peu vigilant dans le monde de la francophonie. C'est un point depuis longtemps que je voulais soulever et je pense qu'avec toi, c'est la première fois que je le soulève. Hmm. Et sur les parce que là, tu vois, comme tu as dit, le marché de la finance islamique, il est beaucoup utilisé, mais voilà, on va dire les sous-jacents, entre guillemets, ils sont pas charia compliant. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement aux personnes qui nous écoutent pour avoir un peu les éléments importants à analyser dans une proposition d'investissement, un produit d'investissement, un contrat, peu importe. Genre, je sais pas, genre une sorte de petit red flag ou des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Trois, quatre points où la personne, si elle les voit, elle sait que, ah, là, je dois faire attention, il faut que je prenne du recul. Alors, d'abord, pour l'investissement, je pense que les normes AOIFI sont les normes qui ont le plus codifié ça aujourd'hui. Hmm. Euh, Par exemple, les normes AOIFI, il y a deux normes sur lesquelles les gens sont très vigilants. C'est la norme du revenu illicite et la norme de la dette. Et il y a deux normes qui ne sont quasiment évoquées nulle part, alors qu'elles figurent dans le corpus AOIFI. Donc, la norme du revenu illicite, elle est bien connue, c'est avoir moins de 5% de revenus illicites Hmm. et purifier ce revenu, c'est-à-dire ne pas le garder quand on l'a en dividende. Et la norme de la dette, c'est ne pas dépasser 30% de dette sur valorisation, alors que ce soit dette à intérêt ou pas. Maintenant, les deux normes qui sont négligées, c'est le fait que quand on entre en association avec quelqu'un, d'abord, il faut vérifier que dans l'objet de la société ou de la structure dans laquelle on va investir, il n'y ait pas d'activité illicite. C'est-à-dire qu'en fait, si les revenus illicites sont stipulés dans les statuts, on n'a pas le droit de rentrer dans ce genre de projet. Ah, De la même d'accord. manière, celui qui est le plus négligé, à mon sens, c'est quand la Wi-Fi dans la norme Musharaka exige que quand on va rentrer s'associer avec quelqu'un, eh bien, il doit être musulman. À défaut, selon certains savants, mais là, c'est pas la norme Wi-Fi, mais à défaut, il faut que la société s'engage à respecter les normes islamiques. Donc, à la base, on ne s'associe pas avec un non-musulman. Pourquoi? Parce que si on s'associe avec un non-musulman et que c'est lui qui a la gestion, on parle de la gestion bien entendu, eh bien, lui ne connaît pas le halal haram. Hmm. Donc, quand il va faire une transaction, par exemple, vous êtes à 50-50, quand il va faire une transaction haram, c'est 50-50. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça que les savants, à la base, n'ont pas permis de s'associer à un non-musulman. D'accord. Quand ils ont permis de le faire, certains d'entre eux, ils ont exigé que la gestion soit assurée par le musulman, qui lui, en théorie, connaît le halal haram. Aujourd'hui, on a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas le halal haram dans les transactions. Et donc, il faut que l'institution s'engage. Quand on va rentrer en tant qu'associé, en tant qu'investisseur dans une institution, on exige qu'il y ait une clause, par exemple, de respect des normes AOIFI. Ça, c'est un premier point très important. Le deuxième, c'est la question de la dette. Aujourd'hui, dans le monde de la francophonie, à ma connaissance, tout le monde opère avec la norme AOIFI sur les 30% de dette sur valorisation intérêt, qui en réalité permet une perpétuation du système à intérêt tel qu'il est, avec juste un tri, c'est-à-dire les musulmans vont investir dans les actifs X qui sont éligibles et les non-musulmans vont investir dans X et Y. Le problème, c'est que ça ne te change pas une économie, ça ne te change pas une société, ni un pool d'investissement.
Donc, en réalité, il faut rappeler que ça, c'est un sujet de divergence entre les savants et que Majma' al-Fiqh al-Islami ne permet pas d'investir dans des entreprises qui prennent ou qui donnent de la dette à intérêt, que ce soit 1% ou 30%. Et donc, il Ça, c'est faut Majma' toujours al-Fiqh al-Islami, donc tu viens de citer. oui, Majma' Ok, al-Fiqh d'accord, al-Islami. j'ai pas entendu. Et donc, cette norme est la norme la plus prudente, la plus alignée avec les règles fondamentales de l'islam. Et dans le monde de la francophonie, à ma connaissance, cette règle n'est pas Et- rappelée oui, du tout, elle voire, n'est pas rappelée. voire Elle est- quasiment pas du tout. Et donc, c'est sur cette règle justement que j'espère apporter une valeur ajoutée avec les gens qui travaillent avec nous, pour qu'on essaye de proposer des investissements dans lesquels l'entreprise cible ou l'entreprise auditée ne fait pas d'intérêt. Et c'est pas, ne fait pas plus que 30% d'intérêt. Tu vois la différence. Oui, Donc, bien entendu, ça ne remet pas en cause la compétence des savants de la Wi-Fi, mais vu que c'est un sujet de divergence, dans les sujets de divergence qui sont des divergences entre des grands savants et pas des divergences entre un groupe de savants et un inconnu, eh bien, les sujets de divergence qu'on appelle mu'tabar en jurisprudence, c'est-à-dire khilafun mu'tabar, une divergence qui est fondée, eh bien, il faut de préférence choisir le plus prudent. Et le plus prudent ici, c'est la norme de Majma' al-Fiqh al-Islami. d'accord. Ben, subhanallah, tu sais, ça tombe très bien parce que juste après, justement, je voulais aborder avec toi les questions qui sont en lien avec l'AOIFI et justement Majma' al-Fiqh al-Islami parce qu'on a l'impression que c'est les deux structures vraiment qui donnent des normes vis-à-vis de l'investissement pour le musulman. Et j'ai des personnes qui m'ont posé des questions. On va commencer par l'AOIFI sur sur la, ils ont employé le terme un peu de crédibilité de l'avis qui sont émis par l'AOIFI. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, même si cet organisme va autoriser l'investissement dans des entreprises qui respectent leurs standards, il y en a beaucoup qui disent ah non, mais moi j'ai vraiment du mal avec ça, je ne me vois pas investir dans une entreprise, par exemple, qui a une partie de ses revenus qui est illicite. Ils veulent vraiment des actions, des choses qui sont complètement exemptes de tous ces aspects-là. Et voilà, il y a un peu cette concurrence de ouais, moi je préfère la OFI, moi je préfère Majma' al-Fiqh islami. Est-ce que tu pourrais nous Disons en dire que plus? disons que c'est tant mieux si la personne est prudente comme ça. Hmm. Pourquoi? Parce que ces normes qui ont été émises par la OIFI de 30% et 5%, c'est des normes en situation exceptionnelle. C'est-à-dire, on parle de normes qui ont été émises dans un système dominé par la finance usuraire. Mais Hmm. l'islam, à la base, n'est pas dans ce cadre-là du tout. L'islam, c'est on évite le haram, point barre. Hmm. Donc, à partir de là, euh, déjà, il faut savoir qu'à peu près sur 80-90% des normes, Majma' al-Fiqh et la Wi-Fi sont complémentaires. C'est-à-dire que l'un reprend l'autre. Donc, ça, c'est D'accord. comme ça, on met un cadre. Les gens doivent savoir que à peu près tout ce que le Majma' a dit, la Wi-Fi l'a repris. Et les choses sur lesquelles la Wi-Fi s'est prononcée avant, elles sont un peu plus rares. Majma' les prend en ligne de compte. Mais disons que sur ce point de l'investissement, il y a divergence, comme sur quelques autres points, il n'y a pas de problème. Et sur ce point, c'est totalement normal que quelqu'un se sente mal vis-à-vis de cette norme précise. Ça ne veut pas dire qu'on Hmm. remet en cause plus qu'il fait 1000 pages. Hmm. Celui de la Plus de, OFI. oui, plus de 1000 pages en fait, plus que 1000 Hmm. pages. Là, on parle de peut-être un point dans les normes de la Wi-Fi. C'est une production humaine, donc il n'y a pas de production humaine qui soit parfaite. Hmm. Bah, et tu sais, justement, par rapport aux normes, notamment de. Tu vois, on avait échangé à propos d'une opportunité d'investissement dans une pharmacie. Et donc, Mhm. l'AOFI ne se prononçait pas par secteur, mais contrairement à Majma' al-Fiqh al-Islami qui se prononçait. Et tu sais, depuis qu'on a échangé, justement, euh, j'avais vu un post justement sur LinkedIn d'un pharmacien qui disait, qui se plaignait un petit peu des difficultés de financement justement des pharmacies. Et quand j'ai vu Mhm. ça, bah, moi je me suis permis de faire un peu le rappel, tu vois. J'ai dit, bah, écoutez, mes frères, sachez que voilà l'avis de Majma' al-Fiqh Islami par rapport à, à- au domaine de la pharmacie. Et j'ai presque eu un peu le lobby des pharmaciens qui s'est lancé sous mon commentaire pour dire non mais Ata, t'as rien compris, faut pas du tout voir les choses de cette manière-là, si on réfléchit comme ça, on va pas avancer. Qu'est-ce que tu pourrais un Mhm. peu tu vois, dire? Parce que quand on essaie justement de sensibiliser à ces thématiques-là, on a souvent des lobbies vraiment ancrés foncièrement dans leur pensée, et des fois c'est difficile. Écoute, c'est quelque chose qui, de toute façon, on entendait les mêmes choses quand on disait avoir des financements non bancaires. On disait non, non, mais c'est pas possible, vous allez revenir 10 siècles à l'arrière. Et donc,
donc c'est tout simplement pas possible. Aujourd'hui, on parle d'une finance islamique qui pèse quand même 2000 milliards de dollars, 3000 milliards de dollars dans le monde. Donc on est parti de c'est pas possible à 3000 milliards de dollars, soit l'équivalent de l'économie française. Donc à partir de là, c'est normal, la résistance au changement, c'est une caractéristique humaine. Le problème, c'est quand on nous oblige à ne pas raisonner en dehors des carcans et des idées reçues.